Alors, moi, je vais vous donner une série d'outils pour appréhender un conflit qui se passe sur le lieu de travail, mais qui est en public. C'est en fait un interlocuteur qui pète les plombs, en gros, en public. Et donc, comment arriver à désamorcer le conflit et essayer de résoudre la situation pour revenir à une communication un peu plus apaisée et cohérente. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Donc, le contexte, c'est donc un collaborateur qui se montre agressif, voire colérique au milieu d'un groupe sur le lieu de travail, donc avec tout ce que ça peut impliquer comme tension et comme choses un peu compliquées les autres qui sont là et qui sont partagées entre essayer de gérer la situation, prendre parti, pas prendre parti, comment s'impliquer sans s'impliquer, enfin toujours ces mêmes questions. Donc là, je vais essayer de voir avec vous comment on peut désamorcer enfin, comment on peut... Évidemment, ça ne marche plus. Voilà, comment désamorcer le conflit. Donc, je vais d'abord parler de quelques pistes qui sont issues de la communication non violente, mais sachant qu'on peut les extrapoler un peu sur d'autres choses. Donc, la communication non violente, ça a pour objectif de trouver un moyen pour tous les participants d'obtenir ce qui compte vraiment pour eux, sans recourir à la culpabilité, sans recourir à l'humiliation, la honte, le blâme, la coercition, les menaces. C'est qu'en fait, obtenir sans chantage, sans avoir recours à toutes ces méthodes un peu répressives, et arriver à un compromis qui puisse satisfaire tout le monde. Parce que l'idée, c'est pas qu'il y en ait un qui tire un peu tous les bénéfices du conflit. L'idée, c'est d'arriver à un compromis qui soit un compromis, un vrai compromis. Et donc, cette théorie a été développée par un psychologue dans les années 70, un psychologue américain. Donc, la première étape, il faut essayer de calmer le jeu, puisque quand on est sur un conflit, en particulier public, l'idée, c'est de ramener un peu, de faire baisser la tension, de ramener le dialogue à un niveau plus acceptable et on pourra effectivement commencer à échanger de manière un peu plus raisonnée. Donc, premier élément, moi, je dirais qu'il faut miser sur le body language et il faut essayer de développer une qualité de présence par un langage non verbal. Donc, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, l'objectif, c'est de ne pas devenir une éponge par rapport à l'agressivité de l'autre et qu'il ne faut pas éponger son agressivité et de nouveau être agressif à son tour. Il faut travailler sur l'ancrage corporel, pardon, l'ancrage corporel. Et donc, pour cela, il y a plusieurs techniques qui sont aussi des techniques de stress de façon générale, hein, qui sont utilisées dans les situations un peu stressantes ou qui sont utilisées par les chanteurs également. C'est des choses qu'on utilise assez régulièrement. Donc, c'est prendre des grandes respirations ventrales. Donc, en fait, on inspire par le ventre, on expire par la bouche, ce qui est en général ce qu'on appelle la respiration. C'est la respiration qu'ont les bébés de façon spontanée, mais qu'on perd quand on est adulte. Un adulte, on fait l'inverse. Et ensuite, il faut expirer lentement, mais profondément, de façon à vider vraiment ses poumons. Et donc, ça, c'est une technique. Si vous le faites en même temps, vous allez voir que ça calme, vraiment, ça a tendance à faire baisser la tension de façon immédiate. Il faut également respecter des silences pour revenir à un rythme plus lent, de façon à ce que la personne en face, l'interlocuteur, adopte le même rythme. Et si vous êtes parlé lentement, ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs, si vous parlez lentement et que vous êtes plus silencieux, vous allez voir que ça va être ça va se contaminer dans le bon sens du terme aux autres interlocuteurs. Parler plus doucement et surtout, il faut garder le contact visuel. C'est-à-dire que quelle que soit l'agressivité qui est transmise, quel que soit le contexte, il faut essayer de ne pas perdre le contact visuel avec la personne qui est en colère. Et donc, également, casser les barrières physiques. C'est-à-dire que s'il y a par exemple le conflit se fait dans un bureau et vous êtes derrière un bureau alors que les autres sont de l'autre côté, il faut faire le tour du bureau pour aller se mettre au milieu du groupe ou dans le groupe de façon à casser un peu la distance qu'il peut y avoir entre les différents interlocuteurs. Je dirais aussi qu'il faut prendre l'interlocuteur à contre-pied, c'est que
parler avec gentillesse et avec bienveillance, ça aide aussi à faire redescendre un peu la pression, ça que ne pas monter dans les tours, en fait, hein, pour être un peu caricatural. Deuxième chose, c'est qu'il faut s'affirmer calmement. C'est-à-dire que on ne répond pas à l'agressivité par l'agressivité et on se dit que l'agressivité peut être une manière maladroite d'exprimer un besoin ou un sentiment et donc surtout que la réaction de la personne agressive lui appartient. Il ne faut en aucun cas se sentir visé, ne pas en faire une affaire personnelle. Donc là, je vous renvoie aux 4 accords, aux accords Soltec dont on a déjà parlé sans doute, je pense. C'est-à-dire que cette agressivité ne sera pas permanente. Une fois contrôlée, le dialogue sera de nouveau possible, ce qui veut dire qu'il faut arriver à la faire descendre et surtout ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire qu'on peut effectivement ressentir de l'agressivité parce qu'on représente quelque chose, une fonction, une obstruction, un blocage, etc. Mais ce n'est pas forcément la personne en tant que telle qui est visée. Et donc, l'objectif de toute cette première phase, c'est d'apaiser la virulence et d'inciter l'interlocuteur à descendre d'un cran pour revenir dans une phase de communication plus constructive. Ensuite, je dirais que la deuxième phase, c'est pratiquer l'écoute active. Donc, l'écoute active, je pourrais vous en reparler très longuement puisque c'est mon sujet de fétiche de professionnel. Mais pour faire rapide, puisqu'après, il faut que je laisse la parole à Jean-Christophe, il y a 4 phases en écoute active. Donc, il y a une première phase qui est une écoute attentive qui est ponctuée de signes d'attention, c'est qu'on montre à l'interlocuteur, en fait, qu'on le prend en compte. Donc, ça peut être aussi des relances, ah oui, d'accord, oui, je comprends, etc., pour qu'ils se sentent vraiment écoutés. La deuxième phase, c'est une phase de clarification qui est destinée à comprendre les enjeux de l'interlocuteur. C'est essayer de comprendre ce qu'il a en tête et ce qu'il dit, enfin, ce qu'il aimerait dire et ce qu'il ne dit pas forcément dans ses mots, mais ce qu'il a en fait au plus profond de lui et il a parfois du mal à exprimer. Ensuite, ça se poursuit par l'investigation. L'investigation, c'est de poser des questions. Donc, on ne pose pas de questions fermées. On ne dit pas, en gros, c'est blanc, c'est noir, mais on pose des questions ouvertes pour essayer de creuser, pour essayer de bien comprendre son point de vue. C'est que l'idée, c'est effectivement de cerner toutes ses attentes et tout ce qu'il a pu ressentir précédemment. Donc, il a pu ressentir de la frustration, il a pu ressentir de l'injustice. Il n'est pas arrivé à ce niveau d'agressivité par hasard. Alors après, il y a les gens qui sont agressifs de façon récurrente, des voitures qui vont être agressifs face à d'autres conducteurs, etc. Mais quand on est sur l'agressivité professionnelle, on est vraiment on n'est pas arrivé là par hasard. C'est qu'il y a une multitude de situations précédentes. Donc ça, je pense que Jean-Christophe va nous en parler, mais ça peut être effectivement une injustice ressentie ou un mépris ressenti ou le fait que le travail avoir l'impression que son travail n'était pas bien pris en compte, etc. Et l'investigation de cette phase d'écoute active doit permettre de mettre ces éléments-là en évidence et de trouver quel est le nœud du problème et sur quoi il va falloir agir de façon forte et de façon très visible. Et enfin, la reformulation qui valide la compréhension commune du problème. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se mettre à la place de l'interlocuteur et de lui dire oui, effectivement, je comprends ce qui pose problème. Ça peut être une formule, ça peut être quelqu'un qui va dire je comprends, mais si j'étais à votre place, effectivement, moi aussi, je serais énervée parce que je comprends mieux votre situation ou je n'avais pas pris en compte votre situation, je n'avais pas bien cerné la problématique, etc. Et donc, ça permet de recalmer les choses et de bien faire comprendre que là, on a intégré le souci au niveau on a vraiment intégré le souci et qu'on va pouvoir essayer d'y trouver une solution commune. Donc, ce qui suppose également de s'intéresser aux besoins et aux valeurs de l'interlocuteur, qui est la base de tout échange et de négociation. Et donc, pour essayer de résumer, c'est essayer de se mettre à sa place sans interpréter ou juger ce qu'il dit et sans l'interrompre. C'est-à-dire que même si ça peut prendre un peu de temps, il faut le laisser parler. Il faut le laisser aller au bout de son raisonnement, parce qu'en plus, plus il parle, plus il aura tendance à se dévoiler. Et donc, plus il se dévoile, plus ça vous permettra de trouver une solution, une piste de solution. Troisième élément, ce qu'il ne faut pas du tout oublier, c'est qu'il faut tout de même affirmer son point de vue. Alors, on va faire preuve d'assertivité. Donc, l'assertivité, c'est un terme anglais qui vient de to assert, qui est affirmer.
Ce qui veut dire qu'il faut être capable d'exprimer sa réalité de façon directe, sans agression, sans colère, sans manipulation, mais qu'il faut vraiment exprimer également son point de vue. Ça peut être de dire votre action au milieu de réunion, mais embarrassante, ça peut être perçu comme un manque de respect envers tous les participants. Enfin, il faut vraiment dire les choses de façon apaisée, mais les exprimer. Par exemple, l'effet miroir, donc c'est ce que je viens de vous dire, montrer à l'autre un effet de votre réalité pour faire comprendre ce que vous ressentez, afin qu'il s'interroge sur la réaction qu'il aurait eu dans votre situation. C'est le prendre un parti. Comment auriez-vous réagi si au cours d'une réunion que vous aviez avec vos collaborateurs, j'étais intervenu sur le même temps que vous, mettez-vous à ma place, vous me mettez dans une situation qui n'est pas facile à gérer, etc. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il ne faut rien exiger, mais il faut présenter le problème tel que vous le percevez et il faut exposer votre point de vue, surtout exposer votre point de vue. Et donc, comme vous avez procédé à de l'écoute active avant et que vous avez compris quel était le point de vue de l'interlocuteur et quelles étaient ses demandes, ou en tout cas vous avez déjà des pistes, il faut juxtaposer vos arguments avec ce que vient d'exprimer votre interlocuteur. Ce qui veut dire, on a quelques formules magiques du genre de mon côté, voici ce que je pense, ou j'ai le sentiment que pour moi, il s'agit de, et de façon à pouvoir avoir une juxtaposition des arguments respectifs et d'essayer d'aller vers une situation de compromis ou de compromis ou une vraie situation je ne sais pas le mot compromis, c'est pas forcément un compromis, mais ça peut être en tout cas une vraie solution, trouver une vraie solution au problème. Il faut savoir dire non avec tact. C'est-à-dire que si on se trouve dans une situation où malheureusement on est obligé de décliner et de dire bah non, c'est pas possible, vous me demandez 20% d'augmentation, j'aurais adoré, mais ça va pas être possible ni ce mois-ci, ni le mois prochain, ni sur l'année 2022. Il faut pas opposer un refus brutal et contrer d'emblée l'interlocuteur. Ce qui veut dire que cette phase de dialogue, si vous devez dire non, elle devra plutôt être lancée en privé une fois la pression revenue à un niveau plus normal. C'est-à-dire qu'on ne débat pas forcément de tous les soucis et tous les refus et toutes les demandes en public. Là, j'étais sur un contexte où on était sur une phase d'agression publique. Il faudra essayer, une fois que qu'on sera revenu à une communication plus facile et plus partagée, essayer de ramener l'interlocuteur en privé et de pouvoir lui expliquer un peu quels sont les arguments et quelles sont les réponses qu'on peut apporter. Et donc, la prise de position, surtout si c'est un refus, elle devrait s'appuyer sur des arguments qui sont solides, qui sont précis, exposer les faits, les ressentis, le besoin, vraiment détailler le pourquoi du comment. Et enfin, il faudra toujours proposer des alternatives. C'est-à-dire que dire non ne signifie pas que le débat est clos en aucun cas. Et donc, l'idée, c'est comment d'arriver à une situation qui prenne en compte les différents... comment parvenir à une solution qui prenne en compte les différents points de vue. Revenir à l'écoute active à la phase d'investigation et interroger suffisamment votre interlocuteur jusqu'à cerner suffisamment ses attentes pour les reformuler. Donc, si je comprends bien ce que tu désires et tu m'arrêtes si c'est pas exactement, si je ne résume pas parfaitement ta pensée, c'est plutôt ceci, cela. Est-ce que quand je formule telle chose, ça reprend exactement ce que tu désires? Est-ce que je ne vais pas trop loin, etc. Enfin, être sur des choses de conciliation et de façon à pouvoir reformuler avec vos propres mots et vos propres termes ce que vous avez ressenti de ces attentes. Alterner les phases d'écoute et de questionnement, de même que vous faisiez dans la phase d'écoute active. Et surtout, pour argumenter, pour convaincre, éviter de contredire en disant mais utiliser plutôt en même temps, ou c'est justement, ou j'y pensais, etc. Mais pas de conjonction de subordination qui bloque. Et enfin, en synthèse, je vous ai trouvé un super graphe. Là, vous avez tout. Toute la partie... toutes les parties pour gérer, donc écouter pour comprendre l'autre, faire preuve d'empathie. Après, on passe sur l'écoute active. Ce qu'il faut éviter, l'interrompre, terminer les phrases à sa place. C'est généralement hyper énervant. Ça, quand on est dans une situation de
conflit et que l'interlocuteur a l'impression qu'il sait tout et qu'il termine ses phrases, ça a tendance un peu énervé. Ne pas tirer de conclusion trop rapide. Résister à l'envie de résoudre le problème de façon simpliste, parce que généralement, ça n'aide pas non plus à résoudre le conflit. Et donc, toutes les barrières à la communication, j'étais un peu passé vite, mais c'est donner des directives ou des ordres, menacer, juger, critiquer, blâmer, contrer, argumenter et surtout étiqueter, ridiculiser, éviter le sujet ou faire de l'humour. Ça peut parfois, dans des situations, être très, très mal pris. En aucun cas, rabaisser la personne, l'interlocuteur. C'est très important. C'est qu'il faut, à un moment donné, revenir à un niveau où on se trouve à la même hauteur et de ne pas jouer, même si effectivement, il peut y avoir d'un côté quelqu'un qui va décider parce qu'il est en phase de décision et quelqu'un qui va devoir exécuter parce que ce n'est qu'un opérationnel. Malgré tout, il faut quand même lui donner l'impression qu'il y a un dialogue apaisé et un dialogue où les deux individus sont à la même hauteur et qu'on lui laisse la parole parce qu'il faut ne pas affirmer de façon brutale son pouvoir et le pouvoir de décision, le pouvoir de dire bah non, ça sera non et on s'arrête là, quoi. Donc voilà. Merci Corinne de nous avoir emmenés dans ces outils. Euh, Est-ce que tu as en tête un exemple d'un moment où le simple fait d'être en face à quelqu'un de très énervé, être toi-même calme, a réussi à faire descendre la personne en température et qu'elle soit un petit peu moins énervée en face de toi? Oui, oui, parce qu'en fait, à un moment donné, quelqu'un qui est énervé, je dirais que je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui est malheureux, mais je trouve que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, exprime. C'est un peu la dernière ligne droite. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ce que je disais un peu tout à l'heure, les gens n'arrivent pas là par hasard. C'est quand ils en sont à la phase de pétage de plomb, c'est qu'ils ont souvent essayé d'autres solutions, essayé de dialoguer, etc. Et souvent, ils n'ont pas été entendus. Ils n'ont pas été compris, n'ont pas été entendus, ou quelqu'un, forcément, personne n'a pris en compte leur manière de s'exprimer. C'est qu'on a des individus qui ne s'expriment pas tellement, qui sont toujours un peu dans l'ombre et qui disent toujours oui, mais ils sont un peu à grogner dans leur coin. Moi, j'ai eu un collaborateur comme ça qui grognait dans son coin et qui, quand il s'exprimait, était en phase effectivement extrêmement agressif parce il avait en sorte Jean-Christophe a une expression que hier il me disait, il a fait sa collection de timbres, une expression d'analyse transactionnelle. Effectivement, c'est quelqu'un c'est un peu comme les enfants qui pètent les plombs au bout d'un moment parce qu'ils ont accumulé des choses et à un moment donné, ça éclate. Et donc, le fait de rester calme en face, ça permet à un moment donné de faire redescendre les choses et de pouvoir revenir à un dialogue apaisé parce que la personne, à un moment donné, se sent un peu honteuse. C'est que souvent, elle est dans une situation où elle a bien conscience qu'elle est allée un peu trop loin et là, on lui offre une porte de sortie sans perdre la face. Dans les arts martiaux, on a souvent cette situation où c'est celui qui va garder le plus son calme qui va pouvoir agir finalement avec le plus de précision. Bon, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est très énervé en face de vous ne va pas pouvoir avoir des gestes qui sont dangereux, bien au contraire, puisqu'en fait, il ne maîtrise rien du tout. Et donc, c'est parfois assez difficile et assez dangereux d'être face à quelqu'un qui ne se maîtrise pas. Alors, Dieu merci, en entreprise, c'est plus rare d'avoir des gens qui utilisent la violence physique, mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que c'est sanctionné assez durement et assez nécessairement. On est toutefois à la fin d'un moment où la personne est montée en température au fur et à mesure sans que personne ne l'écoute et sans que personne ne gère le sujet. Et donc, le problème, c'est que parfois le manager ou l'entrepreneur va s'énerver lui aussi au lieu de prendre le chemin inverse et de respirer tranquillement et de lui dire on va s'asseoir, voire de changer d'interlocuteur. C'était la bonne décision de me confier cette médiation cette semaine